Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast qui libère la parole et donne envie de s'exprimer. Je suis Anne-Claire Delval. Après des années à écrire comme journaliste et communicante, je suis tombée dans le chaudron du podcast dont j'aime la liberté de format, de ton et la créativité. J'ai choisi de m'en saisir pour vous inviter, vous aussi, à oser prendre la parole ou la plume, à vous exprimer depuis cet espace précieux du cœur, car c'est le plus porteur. En plus, c'est justement à la portée de tous et c'est très puissant. Carité! Carité! Préparez-vous, comme le crient les All Blacks dans leur haka au début des matchs de rugby. Préparez-vous! Aujourd'hui, nous sommes jeudi 26 octobre et c'est une journée un peu particulière pour moi puisque c'est celle de mon anniversaire. Alors, comme je suis très partageuse, j'avais envie, moi aussi, de vous faire un cadeau. Parce que j'aime beaucoup jouer, eh bien, vous vous souvenez, les poupées gigognes. Dans un cadeau, eh ben, il y a souvent un autre cadeau. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Dans une explication, il y a une autre explication. Il y a toujours quelque chose qui cache quelque chose d'autre. Donc, c'est le cas pour ce petit épisode de podcast tout particulier, qui est un petit peu hors des sentiers battus et puis du rythme habituel, et il a une importance très grande à mes yeux, ce petit podcast. Pourquoi? Eh bien parce que mon invité du jour, c'est Jean-Michel Gaudron, dont vous avez déjà certainement lu le nom dans les notes des épisodes. Parce que, bien sûr, vous lisez tous avec beaucoup d'attention toutes les notes de chacun des épisodes. Et donc, vous avez pu observer que c'est souvent lui qui monte les épisodes de podcast quand c'est pas mon fils Cyriaque. Mais alors, pourquoi est-ce que le fait que Jean-Michel Gaudron soit un invité tout spécial à mes yeux? Eh bien, pour deux raisons. D'abord, nous avons déjà écrit un livre ensemble, la biographie d'un entrepreneur extraordinaire à Luxembourg, Norbert Friob. Je vous mettrai la référence dans les fameuses notes que donc vous allez pouvoir aller consulter, évidemment, pour le regarder, voire peut-être le commenter. Mais ça, c'est la surface. Parce que pour ceux qui nous connaissent, ils savent que nous avons des liens bien plus que professionnels. Soyons clairs, nous partageons nos vies. Mais comme je viens de vous l'expliquer, il y a toujours une explication dans l'explication qui cache la première explication. Donc il y a encore une autre raison pour laquelle c'est particulièrement touchant pour moi de recevoir Jean-Michel aujourd'hui. Alors, petit aparté, si j'ai choisi de lancer l'épisode avec le haka des All Blacks, c'est parce que lui, il est fan de rugby. Mais c'est aussi parce qu'il vient, enfin, de sortir son premier roman. Il est paru le 20 octobre dernier, c'est donc tout frais. C'est pour moi aussi touchant, émouvant, parce que depuis que nous vivons ensemble, j'ai eu la chance d'assister aux naissances préalables de divers ouvrages qui étaient plutôt sous forme de nouvelles jusqu'à présent. Et puis ça faisait un moment que je poussais Jean-Michel à écrire ce fameux roman parce que je savais bien qu'il en était plus que capable. Il a vraiment l'âme d'un écrivain. Nous avons été journalistes, chacun de notre côté, pas du tout dans le même pays, pas du tout dans les mêmes sphères professionnelles, puisque lui, il a longtemps été rédacteur en chef à Luxembourg du magazine Écofinance le plus lu Paper Jam, et avant cela, il avait même été journaliste sportif. Donc certains d'entre vous l'ont certainement entendu à la radio sur France Info ou France Inter, ou peut-être lu dans l'équipe quand il suivait le FC Metz. Bon, il va falloir aller chercher dans vos archives pour ça. Mais donc, il a toujours eu cette plume très aiguisée, cette passion pour la littérature, et je sentais bien que oui, il était vraiment en mesure d'écrire ce roman. Et le voilà, le fameux Qui mourra verra. Alors je vous le disais, une surprise en cache une autre, une explication en cache une autre, et à la fin de cet épisode, nous aurons la joie, nous l'avons déjà, de vous annoncer que vous pourrez gagner un exemplaire dédicacé du roman de Jean-Michel, et lui vous expliquera comment. Bon, en attendant, ce qui m'intéressait aussi pour vous, auditeurs, c'était pas vraiment de vous raconter notre histoire personnelle, mais de comprendre, et ça c'est la question que j'avais vraiment envie de poser à Jean-Michel, parce que sincèrement, moi-même, je ne le sais pas, mais comment est-ce qu'on donne la parole à un personnage dans un livre? Comment est-ce qu'on lui donne corps? Comment est-ce qu'il peut prendre la parole?
Comment est-ce que ce personnage va avoir du relief, du tempérament, de la profondeur, une existence qui est a priori uniquement sur le papier, mais je suis bien certaine déjà dans la tête de l'écrivain, qui doit d'ailleurs être parfaitement dessiné, designé, imaginé. Peut-être qu'il a une tête bien précise, une histoire, un accent, mais en tout cas, c'était tout ça que j'avais envie d'aborder avec lui parce que c'est un exercice que je trouve très intéressant. Et puis, je pensais à vous, à nous, qui lisons tous des romans, et puis parfois, on n'adhère pas à un personnage. Peut-être que ça vient justement de la manière dont il s'adresse à nous. Évidemment, on ne s'en rend pas forcément compte. Et puis, l'écrivain ne peut pas non plus savoir, parce qu'il ne peut pas toucher tout le monde en même temps, de la même manière. Donc, sans plus attendre, eh bien, je vais laisser la parole à Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Anne-Claire. Eh ben, tout d'abord, félicitations pour la parution de Kimura Vera. Le titre te ressemble, il n'y a pas de doute. On ne peut pas dire les choses autrement. Bon, tu veux bien nous faire un petit teaser, parce que c'est la mode de le dire comme ça en ce moment, sur ton livre? Alors un petit pitch, hein, ça se passe en fin 2003, début 2004, où un homme qui bosse dans une banque au Luxembourg apprend par son médecin qu'il est atteint d'un mal incurable et qu'il n'en a plus que pour quelques mois à vivre. Alors il décide non pas de se soigner, mais de tout plaquer, tout vendre ce qu'il a et partir à l'autre bout du monde pour vivre justement les derniers mois de sa vie, partir à la découverte des merveilles du monde et se libérer totalement de son existence du moment. Mais évidemment, rien du tout va se passer comme il l'a imaginé, sinon bah, ça serait pas drôle et puis ça ferait pas l'objet d'un roman, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, alors, t'as entendu? J'ai déjà posé plein de questions en intro. Je reviens sur la toute première. Comment est-ce qu'on donne la parole à un personnage? Comment est-ce que cette parole, en fait, prend corps, entre guillemets, à l'intérieur d'une tête, qui est la tienne, évidemment, qui n'est pas celle du personnage? Quelle ficelle tu as utilisée ou tu utilises de manière générale pour permettre à tes personnages de s'exprimer? Ah, c'est une question avec plein de portes d'entrée. Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que l'avantage d'être auteur, c'est qu'on fait dire ce qu'on veut à ces personnages. Quelque part, on a un peu le droit de vie et de mort sur eux. Donc, l'intérêt est avant tout, de pouvoir donner un certain rythme à la lecture. Donc, en alternant les passages plus narratifs ou les dialogues. Et puis, l'autre avantage, quand on donne la parole, c'est de pas être contraint de trop devoir respecter la forme, le style. C'est pas vraiment grave si un personnage qui parle par écrit fait des fautes de français. À la limite, ça se rapproche beaucoup du vrai phrasé, du vrai parler naturel. Et donc, on peut se permettre aussi cette petite liberté. Ça passe et ça rend souvent les dialogues plus réalistes. Alors maintenant, comment ça passe de ma tête à la bouche du personnage? En fait, je sais pas vraiment, mais j'ai presque envie de poser la question, est-ce que c'est vraiment de ma tête que ça vient? Parce que moi, quelque part, je m'identifie le maximum aux personnages. J'essaie de rentrer moi-même dans leur tête à eux, de tenir compte de leur caractère, de leur histoire, que évidemment quelque part j'ai inventé, mais une fois que cette histoire existe, j'ai presque envie de dire qu'elle ne m'appartient plus, et donc quelque part c'est le personnage qui parle, et moi je ne suis que le messager du message que le personnage veut faire passer dans ses dialogues. T'es Et donc presque un acteur alors. c'est un mélange effectivement entre créateur et acteur et à un moment donné, je dirais que parfois même le personnage lui-même prend vie presque de manière autonome. Il y a parfois des scènes qui s'écrivent ou des dialogues qui s'écrivent je dis pas sans que j'intervienne parce que c'est évidemment quand même moi qui les écris, mais ça vient tout seul parce que les personnages sont vraiment très bien ancrés dans ma tête et je m'identifie le maximum, que ce soit personnage masculin ou féminin, que ce soit des gentils, des méchants. Peu importe, parfois c'est un exercice un peu d'équilibriste, parce que quand il y a plusieurs personnages d'une seule scène, il faut à chaque fois passer de l'un à l'autre. Faut pas se tromper, faut Et pas mettre faut les mauvais mots exactement, dans les mauvaises bouches. voilà, mais au final, c'est un exercice qui est très stimulant intellectuellement et qui est très plaisant quand on arrive à le faire comme on le veut, quoi. Alors, il y a la parole directe, ce dont tu viens de parler, et puis il y a les pensées. Comment est-ce qu'on les retranscrit à l'écrit? Que ce soit, ben, des monologues intérieurs ou bien, l'exploration, d'un fil, de conscience ou une simple, remarque ironique. Tu vois? Comme toi, dans ta tête, on se dit parfois: «Hein, quel crétin» ou, là, c'est pas ironique, mais, comment est-ce qu'on peut le personnage a plutôt envie de le garder pour lui. Alors, est-ce qu'il faut utiliser du discours direct? Alors, pour nos amis auditeurs, le discours direct, c'est ça.
Pierre avisa le gâteau, qu'est-ce que j'ai faim, se dit-il. Ou bien du discours indirect, le discours indirect, ça donne Pierre avisa le gâteau, il se dit qu'il avait très faim. Ou bien du discours indirect libre, donc ça ressemble plutôt à Pierre avisa le gâteau, qu'est-ce qu'il avait faim. Ou enfin un discours narratisé, c'est-à-dire Pierre avisa le gâteau, il s'imaginait le dévorer. Bon, finalement, est-ce qu'on pense à toutes ces techniques, on les mixe, ou bien est-ce que ça se fait tout à fait spontanément? Pour moi, spontanément, je serais plus dans le discours plus narratisé. Je dirais presque Pierre avisa le gâteau et s'imagina déjà la bouche remplie de saveurs sucrées et savoureuses. C'est vrai que parfois j'ai du mal à faire simple dans les phrases. Mais après, cela aussi dépend évidemment du rythme qui est vraiment propre à la scène ou propre au contexte de l'histoire. Et quand cela nécessite vraiment quelque chose de beaucoup plus rythmé et de beaucoup plus précis, à ce moment-là, ça peut être beaucoup plus direct. Pierre avisa le gâteau, point, avec gourmandise, point, il avait tellement faim, point, ou point de suspension. Même si les points de suspension ne sont pas toujours aimés tout le temps. Moi, je les aime bien, tu sais. Moi aussi. Mais alors, est-ce qu'on peut aussi plutôt montrer que dire? Je m'explique. Les dialogues, évidemment, sont très utiles pour exprimer les sentiments, on vient de le voir, d'un personnage, ou bien illustrer aussi des liens qui vont unir plusieurs protagonistes. Mais comment, encore une fois, est-ce qu'on traduit un état émotionnel? Comment est-ce qu'on va décrire cette fameuse communication non verbale qui est très importante au quotidien, enfin, sans un livre? Les mouvements que peut faire un personnage, la manière dont il va se tenir, ses expressions faciales, qui en disent autant que des mots et en même temps, ben, pas être non plus dans un descriptif super lourd. Alors comment est-ce que tu trouves, tu fais une petite pirouette? En fait, la langue française, elle a un double avantage, elle est infiniment riche. Et du coup, d'un côté, un même mot peut exprimer plusieurs idées. Et de l'autre côté, on peut, pour exprimer une même idée, disposer d'une infinité de mots différents. Et donc après, bah, tout l'exercice va être de trouver le bon équilibre entre les deux pour garder le rythme et ne pas ni noyer le lecteur dans trop de mots, ni le bousculer si le rythme ne correspond pas justement au reste du chapitre ou du passage. Et donc c'est vrai que parfois là aussi c'est un exercice un petit peu d'équilibriste. Après les mots, ben, ils font un petit peu comme ils veulent au moment de l'écriture et parfois ils arrivent sans qu'on les ait trop prévus ou anticipés et c'est déjà arrivé que au fil de l'écriture d'un chapitre, ben, il y a plein de mots qui viennent se rajouter et quand au départ on pensait que l'idée qu'on est en train d'exprimer prendrait allez, un ou deux paragraphes, et ben on se retrouve avec une dizaine de paragraphes parce que au fur et à mesure du déroulement justement de cette idée, eh ben, il y a plein d'autres mots qui sont venus se rajouter, qui sont venus enrichir le propos et l'amener peut-être à un endroit où un quart d'heure avant, on n'avait pas forcément pensé qu'il arriverait jusque-là. Oui, finalement, encore une fois, moi, ça me fait penser à un acteur qui serait en train de se mettre en scène ou de se préparer et puis qui tout à coup va ajouter plein de choses à ce qu'il avait imaginé comme simple réplique. Et il va associer des gestes, il va associer, comme je disais précédemment, un mouvement de visage ou quelque chose qui va donner de l'ampleur et de la constance à une situation. Donc finalement, c'est un peu ça qui se passe dans ta tête. Oui, complètement. Et même, je dirais qu'à partir d'une idée précise, d'un concept, de quelque chose qui est concret, bah, la part d'improvisation, elle peut être, c'est pas tout le temps le cas, mais elle peut être à un moment donné assez importante parce qu'effectivement, on va se laisser entraîner par une idée qui va en amener une autre, qui va encore en amener une autre. Alors, on va parfois un petit peu s'éloigner de l'idée de départ, mais quand on peut à nouveau y revenir, eh ben, on arrive à quelque chose qui, comme je le disais, au lieu de prendre deux, trois paragraphes, va en prendre une dizaine et va peut-être apporter un élément nouveau au récit et va aussi peut-être permettre d'ouvrir plus tard de nouvelles portes qui n'étaient pas forcément initialement pensées. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, il faut rester un peu naturel dans l'écriture des dialogues, mais c'est quand même assez rare qu'on lise des choses du style Comment ça va la famille, le chien, la vie? Ça peut, mais c'est quand même assez rare. Alors, comment est-ce que un auteur peut créer des échanges qui, à la fois, ont l'intérêt pour le lecteur, tout en le laissant ben, libre un peu d'imaginer ce qui n'est pas écrit, et qui garde quand même un tempo qui évite les banalités et qui reste assez fluide finalement à la lecture et à l'imagination qui corrobore la lecture. Bah, là encore, c'est une question d'équilibre. C'est toujours, ça peut être intéressant, en tout cas en tout début de dialogue, d'être dans une tendance plutôt effectivement, ah salut, comment ça va?
et de planter un petit peu de chauffer un petit peu les personnages. Après, l'intérêt d'un dialogue dans un récit, c'est de pouvoir faire passer beaucoup d'idées en assez peu de temps et de manière assez rapide et concrète. Et donc, un dialogue, ça permet de relancer peut-être la rythmique d'une histoire, ou en tout cas de faire passer d'un seul coup plusieurs messages sans avoir justement à trop délayer et à trop tirer en longueur. Et c'est plusieurs informations que le lecteur devra assimiler parce qu'à un moment donné, elles se retrouveront d'une façon ou d'une autre plus tard dans le récit et elles auront pu être introduites comme ça de manière directe et très intelligible pour le lecteur. Finalement, si Hugo et Balzac avaient utilisé un peu plus de dialogue, j'aurais pu lire leur livre en entier. C'est vrai que certaines pages descriptives de Victor Hugo auraient très bien pu être un petit peu résumées ou un petit peu raccourcies. On est d'accord. Mais après, chacun son style, hein. C'est vrai, mais la parole, c'est quand même important. Ceci étant dit, je vous rappelle qu'il y a quelques épisodes de cela, le numéro 10, pour ne pas le citer, je vous parlais du silence. Alors, ma question piège, c'est comment est-ce qu'on peut les intégrer dans un roman, ces moments de silence, si ce n'est, évidemment, j'en parlais d'ailleurs dans l'épisode, en passant à la ligne, en passant à un autre paragraphe ou à un autre chapitre. Est-ce qu'il y a d'autres petites subtilités? Bah, pour moi, le silence, il va aussi, pas uniquement, mais aussi dépendre de la perception du lecteur en lui-même, parce qu'il y a évidemment des passages plus narratifs qui peuvent suivre des dialogues. Par définition, un dialogue n'est pas forcément un moment de silence, évidemment, dans l'histoire, donc le moment narratif qui suit peut permettre de faire un petit peu redescendre le niveau. Et c'est évidemment beaucoup plus facile dans ces moments de silence, justement, de pouvoir faire une pause un peu dans le récit, pouvoir qu'il y ait moins d'action ou moins d'informations. Ça permet de reprendre son souffle et ça permet effectivement de se préparer pour la suite. Alors évidemment, le passage d'un chapitre à l'autre est très propice à ce moment de pause. En général, moi j'aime bien dans les débuts de chapitres tout de suite passer un petit peu à l'action. Donc il n'y a pas vraiment de temps de répit quand un chapitre commence. Généralement, je dis pas que c'est le cas pour tous les chapitres, mais c'est en tout cas l'idée que j'aime bien. Donc c'est vrai qu'à la limite, quand on arrive à la fin d'un chapitre, si on a besoin de ce petit moment de répit, de silence ou de pause, bah, le conseil que je peux donner, c'est d'attendre une dizaine de secondes avant de tourner la page et de passer au chapitre suivant. Mais voilà, après, c'est vrai que le silence, ça reste quand même quelque chose qui, je pense, est propre au lecteur et je suis pas persuadé que deux lecteurs percevront de la même façon les moments de pause et de ralentissement dans un récit narratif et ressentiront le même niveau, je dirais, de silence. Oui, c'est très juste ça, c'est intéressant. Alors, en parlant de silence, tu avais quelque chose à nous proposer? Effectivement, parce que le silence était donc le sujet d'un récent épisode du podcast Éclat de voix. Et dans le cadre de cet épisode, tu as évoqué un ancien président, tu as évoqué un héros de dessin animé, peut-être même aussi de bande dessinée, mais en tout cas de dessin animé, et puis un humoriste qui est décédé. Bah, du coup, je me disais que ceux d'entre vous, amis, auditeurs et auditrices, qui seraient capables de citer, de nommer ces trois personnages, l'ancien président, le héros de dessin animé et l'humoriste décédé, et ben, en récompense de cette assiduité et de cette attention aux épisodes précédents du podcast, ben, je serais enchanté de pouvoir offrir un exemplaire avec une dédicace très personnalisée pour celui ou celle qui pourra donner ces trois noms. Ah bah voilà, ça c'est ce qu'on appelle du travail d'équipe. Jean-Michel, plus connu par d'autres sous le petit nom de Jean-Mi. Pour nous, c'est plutôt John Michael. Au passage, je salue Hélène qui t'a donné ce joli surnom il y a quelques années. Merci d'avoir pris les rênes, et puis, c'est tant mieux que ce soit lui qui l'ait fait parce que c'est quand même Jean-Michel qui vous offrira cet exemplaire dédicacé. Alors, pour envoyer vos réponses, donc on répète, c'est le premier ou la première qui donne la bonne réponse qui gagne l'exemplaire. Direction le site anneclairedelval.com, donc soit dans la rubrique contact, soit via l'email que vous trouvez directement sur la page d'accueil. Vous envoyez vos réponses, pensez bien à mettre dans le titre du message qui mourra verra. Et puis, ben, le premier se verra donc Ou la première. ou la première, pardon, merci de le répéter, se verra donc offrir ce superbe exemplaire dédicacé. Merci Jean-Michel de nous avoir livré tes recettes d'écrivain. Et puis bah vous n'avez plus qu'à aller lire ce fameux roman intrigant pour découvrir comment les personnages y prennent la parole.
Merci d'être venu et d'avoir répondu à mes questions. Ben, merci beaucoup de l'invitation, c'était un grand plaisir. Vous avez aimé cet épisode, j'en suis certaine, puisque vous avez écouté jusqu'ici, et merci beaucoup. Alors, partagez-le, mettez des étoiles, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, et rendez-vous seulement dans une semaine, puisque cet épisode, encore une fois, était bonus, pour parler cette fois de la relation avec vos clients. Et pour se quitter, un petit extrait à deux voix. Mourir n'est pas finir, c'est le matin suprême, a encore écrit Victor Hugo dans La Légende des siècles. Ma propre légende est en marche, et c'est à moi seul qu'il revient de l'écrire. À la semaine prochaine!